sais de toi nous transporte au Caire dans les années 80. Vous mettez en scène Tarek. Tarek, il est fils de médecin et il devient évidemment médecin lui-même. Il est entouré de femmes, de très belles femmes, très fortes femmes. Il y a sa mère, il y a la domestique, il y a sa sœur dont il est extrêmement proche. Et puis il y a Mira, son amour de jeunesse qu'il va épouser de manière totalement naturelle. Et puis un jour, sans crier gare, Tarek va croiser Ali. Ali, il est très beau, il est très jeune, il est très pauvre. Et à partir de là, son quotidien bien tracé va totalement exploser. Est-ce que, en vous attaquant à cette histoire d'amour impossible entre ces deux hommes, vous vous attaquez à un tabou absolu, un tabou égyptien dont on ne parle pas? Sûrement, certainement, parce que l'homosexualité est encore totalement absente du code civil égyptien. Donc oui, définitivement, c'est un tabou et qu'il est très difficile de vivre son identité dans ces pays-là. Pour autant, je n'avais pas forcément conscience de m'y attaquer quand j'écrivais. Moi, ma volonté, c'était vraiment d'écrire une histoire, de raconter mon histoire. Voilà, j'avais cette histoire en tête depuis des années. Dans ma tête, elle était belle et le défi était de me dire est-ce que je serais capable de la rendre belle par l'écrit. Je ne pensais pas à beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous diriez qu'Ali, l'amant de Tarek, est ce que Tarek aurait pu devenir s'il avait été beaucoup plus libre? Mais je crois que c'est exactement ça. Je crois que c'est exactement ça, Ali. Ali, c'est une sorte de vent de liberté. Ali, c'est un peu le miroir de Tarek. Si Tarek s'était posé des questions, s'il avait pu sortir des schémas dans lesquels on l'avait enfermé, c'est vraiment ça l'idée. Je pense que Tarek tombe au moins autant amoureux d'Ali pour la personne qu'il est, pour ce jeune homme beau, intelligent, etc., que pour cette version de lui-même qu'il aurait pu être dans un autre contexte. Pour sauver ce qui peut être encore sauvé, Tarek décide de s'exiler à Montréal, au Canada, là où beaucoup d'Égyptiens s'exilent. Il repart là-bas de zéro, sans aucun repère. Oui, même la narration change un peu. Moi, je voulais une narration qui soit très cinématographique sur les scènes québécoises. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans la tête des personnes. Je ne vais jamais dire que Tarek se pose des questions, mais je vais décrire le sourcil qui se relève, par exemple. C'est un peu comme si, alors au Québec, on dirait, on tire la plug, comme si on avait débranché Tarek et qu'il y avait une sorte un naturel un peu anesthésié qui avait fait surface parce que ce qu'il avait à vivre, il l'avait vécu en Égypte et que là, il était dans une sorte d'atonie. Les femmes dans votre ouvrage sont très belles, elles sont extrêmement fortes et elles assistent comme ça au déclin de leur vie, au déclin de leur pays, mais pourtant elles résistent comme elles peuvent, elles donnent. Ça me touche beaucoup que vous disiez ça, parce que c'est vraiment un roman féminin. Je pense que c'est vraiment un roman féminin. La couverture présente un homme, voilà, quand on dit ce que je sais de toi, le toi est un homme, le je, on le saura un peu plus tard s'il s'agit d'un narrateur ou d'une narratrice, mais je pense que c'est un roman qui est éminemment féminin. Moi, les personnages qui ont vraiment de l'importance, ce sont les femmes. C'est la mère, c'est la sœur, c'est la domestique aussi, qui est mon personnage préféré. Et j'avais envie de raconter le combat de ces femmes et comment le combat de ces femmes pouvait être, donc chacune a le sien. Hein. La mère, elle vit dans une sorte d'Égypte fantasmée qui part en miettes et elle aimerait que rien ne bouge et que voilà. La domestique, elle aimerait raconter sa vie à tout le monde et donner son opinion sur tout un tas de choses, mais personne ne l'écoute. Chacune a son combat, chacune va vivre le même drame. Mira aussi, Mira la pauvre, Mira c'est une femme qui est extrêmement en avance sur son temps, qui fait des choses que personne ne fait en Égypte à cette époque, qui part comme ça en voyage sans son mari, c'est quelque chose qui est impensable pour l'époque, mais qui vit dans une société qui est extrêmement traditionnelle. Et j'avais envie de raconter comment chacune, avec son combat, allait vivre le même événement dramatique et puis réagir à sa manière. Comment vous dessinez vos personnages secondaires? Comment vous vous en inspirez? Comment vous les brossez? Ah, alors ça, j'ai une technique. Je vais sur Instagram, je cherche chacun de mes personnages, je cherche mon Ali, je cherche ma Mira, et quand je les trouve, j'accumule tout un tas de photos. Bon, c'est au détriment de toute règle de la CNIL, hein, j'espère que personne ne nous écoute. Et avant de commencer à écrire, je regarde les images et je découvre un petit truc. Je découvre la petite fossette d'Ali qui lui donne ce petit air mutin quand il commence à vouloir crâner un peu sur les photos. Je découvre chez Nesrine un petit côté espiègle aussi avec sa manière de se coiffer d'une manière différente à chaque fois. Quand je trouve mes personnages, je les écris à partir de ça. Et l'autre chose qui m'importe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le combat de chacun des personnages. Moi, je me lance pas dans des descriptions trop extensives de chacun des personnages, des descriptions physiques. Par contre, j'ai besoin de savoir ce qui leur noue les entrailles le matin quand ils se lèvent. Ça, c'est important pour moi. Pourquoi avoir choisi de contextualiser votre livre dans la communauté levantine?
Par facilité. En fait, je voulais que Tarek et Ali soient distanciés en toute chose. Je voulais qu'ils n'aient pas la même religion, je voulais qu'ils n'aient pas le même environnement familial, qu'ils n'aient pas le même niveau de richesse, qu'ils n'aient pas, c'est peu de le dire, le même métier. Donc voilà, il me fallait des personnages qui soient très éloignés et ma première intuition était de choisir un Ali qui serait musulman et un Tarek qui serait chrétien. Et comme il serait chrétien, eh ben, il serait copte parce que 98%, 99% des chrétiens d'Égypte sont coptes. Et en fait, je me suis rendu compte que l'Égypte que j'avais envie de raconter, c'était un peu l'Égypte de mes parents, qui étaient eux-mêmes des Syriens, des Libanais, qui étaient là parfois depuis plusieurs générations, qui parlaient souvent français avant de parler arabe et qui s'étaient installés en Égypte. Et j'avais envie de raconter cette Égypte-là, l'Égypte de cette communauté qui se retrouvait au club, qui écoutait les vinyles de Françoise Hardy, de France Gall, De Demis Roussos. de Demis égyptien aussi, Demis Roussos, égyptien d'origine grecque d'Alexandrie. Mais c'est vraiment en fait cette époque où en Égypte, tous ces gens-là qui venaient d'ailleurs se fréquenter et puis former des sortes des petites bulles halogènes comme ça qui échangeaient leurs recettes de cuisine, qui se retrouvaient à la messe, enfin tout un tas de choses. Vous évoquez une Égypte pleine d'odeurs, pleine de sons, pleine de lieux absolument magiques. Pourtant, il me semble qu'il ne perdure rien de cette Égypte-là. Comment vous avez fait pour la retranscrire, pour la raconter? Moi, j'ai grandi avec les récits de mes parents. Des récits d'une Égypte qui était assez fabuleuse, d'une Égypte qui était très francophile. Bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu besoin de faire beaucoup de recherches sur cette Égypte. Je l'ai racontée un peu comme on me l'avait racontée, dans ces fins de repas un peu arrosés où les amis de mes parents commencent à parler. Et puis il y a toujours un moment où les souvenirs de jeunesse remontent et ils commencent à raconter ce qu'ils ont vécu. J'ai eu envie de raconter cette Égypte-là. J'ai pas eu envie de faire une Égypte folklorique. J'ai pas eu envie de tomber dans l'exotisme. Donc j'ai décrit ce qui, moi, me touche quand je vais là-bas. Et je pense que la seule chose peut-être qui est commune entre mon Égypte et celle de mes parents, ce sont les odeurs. Parce que je suis persuadé qu'au même endroit, on sent exactement les mêmes odeurs. Et il y a toujours un truc qui me frappe au Caire, une sorte d'identité olfactive extrêmement forte. Un truc qui est composé d'ordures brûlées, de cumin, de gaz d'échappement, enfin de tout un tas de choses, de café. Euh, et voilà, moi quand je sens cette odeur, je me dis je suis au Caire, ça y est, c'est mon Égypte. Et j'ai lu quelque part que vous portiez ce livre depuis plus de 15 ans. Est-ce que c'est parce que vous avez un autre métier à côté ou c'est parce qu'il a fallu le faire maturer comme un très bon vin? Parce que je suis lent, parce que je suis terriblement lent, Anne-Marie. En fait, c'est surtout que personne ne m'attendait. Moi, j'étais sur mon lit, j'écrivais mon machin. J'avais mon plan depuis longtemps. Je savais ce que je voulais raconter, chapitre par chapitre. C'était très clair dans ma tête. Et quand j'avais un peu de temps, je me lançais dans un chapitre. Pas forcément dans l'ordre d'ailleurs. Le chapitre sur les odeurs, on en parle souvent, puis on en parlait tout à l'heure. Le chapitre sur les odeurs, c'est un des premiers chapitres que j'ai écrit, il y a peut-être une quinzaine d'années. Et je n'avais pas d'objectif de publication. Quand je suis arrivé sur un texte qui me convenait, qui me plaisait, avec lequel j'étais à l'aise, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que la dernière élégance à faire à ce texte, c'est de l'envoyer, puis de voir si un éditeur en voudrait. Mais ce n'était vraiment pas un objectif. Mon objectif, c'était de le finir. Votre livre est hyper architecturé en 3 parties. C'est important pour vous, le plan? Ouais, moi j'ai besoin d'avoir un plan qui est très très précis, très granulaire, de savoir exactement où je m'en vais. Quand j'étais... alors, mon parrain qui est écrivain, qui s'appelle Gilbert Sinoué, savait que j'aimais écrire. Et quand j'étais gamin, quand j'avais 15 ans, j'écrivais des bouts de poèmes, des chansons qui n'avaient pas de musique et tout. Parfois, il les lisait avec bienveillance et tout. Et un jour, il m'a donné ce conseil. Il m'a dit, bon, je ne sais pas si un jour tu auras envie de te lancer dans quelque chose de plus grand qu'un petit poème. Mais si c'est le cas, si tu veux t'attaquer à un roman, le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de faire un plan vraiment le plus précis possible. Va jusqu'au bout de ce que tu veux raconter dans ton plan et après tu verras, ça t'aidera. Et je pense que c'est le conseil le plus utile qu'on m'ait jamais donné. Et qu'est-ce qu'il y a de vous, Éric, dans ce roman? C'est très compliqué comme question. Je ne saurais pas quelle réponse faire. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup moins d'intention que celle qu'on me prête. Mais il y a certainement un peu de moi dans les personnages, un peu des gens de ma famille aussi, un peu de mes amis, des gens que je croise. Moi, ça m'intéresse quand je rencontre quelqu'un d'essayer de comprendre ce qui est important, ce qui fait son cadre de pensée, on parlait du combat tout à l'heure, voilà, ce qui le matin lui donne envie ou pas de se lever. Et j'aime bien essayer de reprendre certains de ces combats-là que je trouve beaux et d'essayer de les mettre dans mes romans, enfin dans mon roman, et de voir comment les situations de la vie vont faire qu'ils vont réagir plus ou moins différemment.
Demain, vous partez en vacances, vous avez un sac, vous glissez un livre dedans, qu'est-ce que vous y mettez? Ah bah forcément un livre que j'ai pas encore lu. Je pense que je mettrai la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, qui est sorti au Cartanier là il y a quelques mois. Ça semble être un livre coup de poing. Toutes les personnes qui m'en parlent le font avec tant d'enthousiasme. J'ai vraiment l'impression que c'est un livre qui révolutionne un petit peu l'écriture et c'est une compatriote québécoise en plus, ce qui est parfait. Demain, un voyageur de passage pénètre dans une chambre d'hôtel, il tombe sur votre livre. Qu'est-ce que vous lui soufflez à l'oreille pour l'encourager à l'ouvrir et le lire? Je ne lui souffle rien du tout. Je pense qu'on a trop parlé de ce livre. Je pense que la meilleure manière de rentrer dans ce livre, c'est de ne pas en parler, de ne rien raconter, puis de voir, de se laisser prendre ou pas par l'histoire.